Alors, qu'est-ce que tu as amené cette fois-ci? Je t'ai apporté plein de choses. Ah, alors, montre-moi. euh, de toutes les époques. On va faire des sauts dans le temps, tu vas voir. Euh, je trouvais ça, c'est assez étonnant. Est-ce que tu connais les notations d'école des surréalistes? Oui, c'est un de leurs jeux où Ouais. chacun donne des notes. Ça va de -20 à +20, c'est ça? Exactement. C'était même pas les surréalistes encore, parce que cette grille qui est remplie par André Breton, ça date de 1920. Donc c'est vraiment le passage entre les dadaïstes Donc, et il les y a surréalistes, Aragon, Breton, Éluard, Frankel, Pollan, Soupeau et Perret. Waouh, qui notent formidable. de mémoire environ 250 écrivains, Mhm. personnalités historiques, scientifiques. C'est assez délirant. Enfin, ça veut beaucoup dire. Ça exprime beaucoup de choses sur à la fois le génie des surréalistes, mais sur leur ridicule aussi bien régulier, selon moi. Pardon, je te donne mon avis. Euh, donc, Je reconnais là ton amour immodéré des surréalistes. non, j'aime beaucoup l'histoire artistique. Non, il y a plein de surréalistes que j'apprécie, mais souvent je les trouve un peu cons, un peu tordus, En quoi. figurique. Ouais. Donc toi, tu lui mettrais combien à La Fontaine? +20. Eh ben moi aussi. Eh ben ce gros débile de Breton, il lui met 0. Non, pardon, Aragon lui met 0, Ça se fait. Breton lui met -20, Éluard lui met 16. Voilà, il y a des notations qui sont Oui, mais assez c'est de la surprenantes. provocation. J'en crois pas un Voilà, mot. mais c'est De ça la qui... part d'Aragon, j'en crois pas un mot. Je sais pas. Mhm. Et là-dedans, il y en a que 2 ou 3 qui font l'unanimité. Donc, qui fait l'unanimité, selon toi, chez les surréalistes? Tu vas le savoir, mais Freud, même pas tant que ça, je crois pas. Roussel, Je crois pas que Roussel soit dans la liste, mais on se rapproche. Rimbaud. Rimbaud fait... Je crois que c'est lui qui a la meilleure moyenne, en effet. 18, 19, 18, 19, voilà, D'accord. etc. Lautréamont. Lautréamont, évidemment. Eh bien, puisque tu parles des surréalistes, est-ce que tu sais qu'en juin 1938, Éluard, qui avait besoin d'argent, a vendu une grande partie de sa collection de tableaux, Qui était gigantesque, qui était gigantesque, à Roland Penrose, le seul sans doute surréaliste anglais. Et donc en juin 1938, il lui vend, pour une somme qui me semble, qui ne correspond à rien, puisque c'est 1600 livres, donc j'imagine que c'est la partie émergée de l'iceberg et le reste était payé en cash. Si j'en juge par la liste qui est là, c'est 3 pages, il y a une centaine de pièces, 6 Quirico, 10 Picasso, 40 Max Ernst, 8 Miro, 3 Tanguy, Magritte, Man Ray, Dali, Harpe, Klee, Chagall, etc. Donc c'est absolument extraordinaire. Et il y a le reçu de Penrose avec. Je sous-signais Roland Penrose, déclarant avoir versé la somme de 100 livres à Paul Éluard, entre parenthèses Grindel, qui est son vrai nom, à titre d'acompte sur l'achat de sa collection de tableaux et objets composés d'une centaine de pièces. Il donne la liste. Le reste du prix convenu, 1600 livres, sera payé le 1er novembre 1938 au plus tard, contre les objets vendus que je prendrai 54 rue Legendre, Roland Penrose, 27 juin 1938. Aujourd'hui, il y en a pour des centaines de millions d'euros, là. Ah non, mais c'est inouï. Incroyable. Giacometti, tête, sculpture. Et puis, les dates parlent d'elles-mêmes. C'est Picasso de 1914, de 1915, une sculpture de 14 de Picasso. Les Max Ernst, c'est 20, 21. Donc, c'est tout le début de... Au fond, c'est une sorte de catalogue idéal d'un musée de la peinture du début du XXe siècle. Et tu crois que ce prix exposé est fictif, ou Je pense, oui. le père Éluard ne se serait-il pas fait enfiler par... Non, il ne peut pas s'être trompé à ce point-là. Non. Ouais. Non, il connaissait ça mieux que quiconque. Et il était plus marchand encore que les marchands. D'accord. Donc, non, il savait très bien ce qu'il faisait. Et évidemment, ce n'est pas ça. Mais c'est très touchant. En juin 1938, on est quand même 1 an avant la guerre. Et il vend ça à Londres. Et ça part à Londres. Et ça sera bien conservé. Et pourquoi a-t-il... peut-être que ça lui simplifiait la vie, mais pourquoi a-t-il
tout vendu à Penrose? Pourquoi n'a-t-il pas dispatché dans des salles de vente à d'autres collectionneurs? Est-ce que tu le sais, ça? Non, je ne le sais pas, et je pense tout simplement que d'abord Penrose était un des seuls qui avait les moyens de pouvoir acheter tout ça. D'autre part, j'imagine que c'était une façon de mettre à l'abri sa collection en Angleterre. Ouais, en effet. Donc j'imagine qu'il y a d'autres choses derrière qui n'apparaissent pas dans la liste là. Mais Mais c'est pardon, je te coupe la parole, mais c'est la fameuse collection Penrose qui avait été volée quelques années après, me semble-t-il. Oui, mais qu'on a ensuite retrouvé, me semble-t-il, pour l'essentiel. Mais voilà, il y a déjà deux collages de Sierski, un Toyen. Donc on est vraiment... C'est inouï, parce que là, c'est une des plus belles listes de tableaux qu'on puisse espérer. Et puisqu'on parle de peinture, le premier monochrome de l'histoire, ça n'est pas Malevich, ça n'est pas Klein, c'est un poète qui a fait ça. Et ça a été exposé en 1882. Ça me plaît. Et le premier catalogue qui va reproduire ce tableau et d'autres monochromes est publié le 1er avril 1897, d'où son titre d'album Primo Avrilesque, par Alphonse Allais. Et à la fin, il y a marche funèbre composée pour les funérailles d'un grand homme sourd, précédée d'une préface de l'auteur. Donc dans la préface, l'auteur de cette marche funèbre s'est inspiré dans sa composition de ce principe, accepté par tout le monde, que les grandes douleurs sont muettes. Les grandes douleurs étant muettes, les exécutants devront uniquement s'occuper à compter des mesures, au lieu de se livrer à ce tapage indécent qui retire tout caractère auguste aux meilleurs obsèques. Et suit une partition vide. Excellent. Voilà. Et donc ce catalogue, c'est le premier catalogue consacré à des peintures, à des monochromes dans l'histoire de l'art. On a toujours pris ça pour une pochade, pour une plaisanterie. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Parce que derrière la pochade, il y a le fait de cette révélation de ce qu'est la peinture monochrome, des possibilités d'une peinture monochrome. Cette peinture de Paul Billot était connue de Malevich. Simplement, Paul Billot est exposé en 1882, Carré Noir, c'est 1915, et Carré Blanc, c'est 1918, et ensuite, les Klein, c'est 1955. Donc, c'est les années 50. Donc, on est dans les tout débuts, les prolégomènes de ce que sera le grand mouvement de la peinture monochrome. Et on sait où elles sont, ces Alors, toiles aujourd'hui? Il y a toute une histoire. Il y a une partie qui aurait été retrouvée, qui serait en négociation. Il y a un livre qui est sorti par Michel Onfray, qui s'appelle Les Anartistes. Il y a maintenant des doutes quant à l'authenticité des pièces qui ont été retrouvées. Donc on ne peut plus... Ça avait fait le tour de tous les médias. C'est fait le tour de la planète. C'était une découverte gigantesque. Mais donc ce catalogue est extrêmement rare. C'était tiré à petit nombre. On en connaît peu d'exemplaires. Dans les collections publiques, il n'y en a qu'un en France à la Bibliothèque nationale. Il y en a 2 aux États-Unis, et pour cause. Un à Chicago et un à New York à la Pierre Pont de Morgan. Et voilà un autre exemplaire, broché, tel que paru. Et c'est une merveille. Évidemment, c'est logique. Non seulement ça a été tiré à petit nombre, mais on n'a pas conservé ça. Ce n'était pas considéré comme un objet de collection. Pardon. Alors, puisqu'on continue dans la peinture, c'est quoi? C'est Picasso? Ça, c'est un petit gribouillon de Picasso qui écrit à son ami. Il le remercie. La lettre n'est pas très intéressante, mais je te l'avais dit dans notre précédente conversation, je suis très attaché à l'esthétisme d'un document. Voilà. Et Picasso en fait un petit tableau avec un crayon pastel, un crayon bic, des couleurs différentes, et il lui fait une page où il le remercie en très gros. Enfin, on sent l'enthousiasme et les remerciements de Picasso, où il lui met 6 gros merci au crayon orange, même 7 puisqu'il y en a un ici. Et surtout, en tête, il dessine ce qui est sa dernière habitation à Picasso, c'est là qu'il est enterré aujourd'hui.
C'est la Californie? Non, c'est le château de Vauvenargues, Ah, c'est Château de Venard, Voilà. d'accord. qu'il a acquis en quelle année, je ne m'en souviens plus, mais c'est là qu'il a enterré, c'est là qu'il a passé ses derniers jours. Donc voilà, Ah, c'est formidable. c'est pas les Demoiselles d'Avignon, mais c'est C'est tout de suite un après. joli croquis de, de Picasso. C'est très beau, Et merci. ce qui merci, rend, merci. ce qui rend le document émouvant, esthétique, et ce qui fait de cette lettre un petit tableau d'une certaine manière. C'est un tableau, oui. Ouais. Mais tu sais que je prépare depuis très longtemps un catalogue qui s'intitulera Le mot comme image. Précisément, ce sont les mots qui forment des images, des calligrammes, depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Ah bah là, cette page, tu pourras Ouais. la mettre dedans. Ouais. Très bien, donc je ne te demande pas le prix, puisqu'on a dit qu'on ne Non, parlait pas de prix, pas, je pourrais te le racheter tout à l'heure. Bon, on pourra peut-être faire un échange. Qu'est-ce que tu as amené d'autre? Est-ce que tu préfères voir tout d'abord du modernisme ou un truc plus ancien mais absolument extraordinaire? Alors, plus ancien, allons chronologiquement. Alors écoute, j'ai eu un petit peu de chance, mais j'ai récupéré il y a quelques semaines 2 lettres exceptionnelles, parce que je ne crois pas qu'il puisse y avoir d'autres mots, de Champollion. Formidable. Champollion, le personnage est en tant que tel hors du commun. Mais ces 2 lettres, d'une part, sont inédites, n'ont jamais été publiées. C'est une découverte pour tous les égyptologues qui sont fous de joie de découvrir le contenu de ces lettres. Et ces lettres sont longues. Elles sont belles, Elles physiquement. sont belles, elles sont peux- de grand format, elles sont longues. Et surtout, elles sont remplies de transcriptions hiéroglyphiques. Hiéroglyphes, stèles, symboles, évidemment dessinés de la main de Champollion. Et en fait, Champollion avait un ami qui s'appelait William Gell, qui vivait en Italie. Et en fait, Champollion avait pas mal d'amis, il avait pas mal d'émissaires en Égypte, dans plusieurs pays de l'Europe. Et Qui était anglais. qui était anglais, absolument, absolument. Et tous les émissaires de Champollion lui envoyaient des copies des relevés de hiéroglyphes relevés sur site. Et Champollion, comme ça, d'une certaine manière, enrichissait sa connaissance, validait sa découverte, sa lecture des hiéroglyphes, puisque ces 2 lettres datent de 1826 et la découverte officielle des hiéroglyphes est de 1822. Ah oui, c'est très peu de temps après. Ouais, c'est 4 C'est années. extraordinaire. Et donc, à cette date-là, Champollion n'est encore lui-même jamais allé en Égypte. Il n'ira en Égypte que 2-3 ans plus tard, en 1829, ce qui était pour lui le plus beau jour de sa vie, d'aller voir in situ les inscriptions égyptiennes. Et donc, moi je trouve ça absolument fascinant. Il parle du tombeau de Ramsès, il est en train de décrire les stèles. Il fait des correspondances avec les étoiles dans les ciels d'Italie, d'Égypte, etc. Parce qu'il est persuadé qu'il y a une correspondance entre les inscriptions hiéroglyphiques et les mouvements astronomiques. Donc ça, c'est la lettre, si je ne dis pas de bêtises, du mois de mars, voilà. Et dans cette lettre, il informe, là on revient à Paris, dans cette lettre, il informe son correspondant, Gell, qu'il est en train de faire l'acquisition de la collection Salt. Un collectionneur britannique, Henry Salt, qui avait accumulé des centaines de pièces, des sculptures, des stèles, des tombeaux, des momies, etc., des sarcophages. Et le roi de France a missionné Champollion pour, je trouve pas mon mot, pour faire la liste des pièces qui étaient à la vente. Champollion empaquete tout, liste tout, valorise tout, protège tout. La collection était en Italie, à Livourne, et tout ça est transporté sur un bateau. Le bateau traverse les mers, arrive au Havre, remonte la Seine, et toute la collection Salt aujourd'hui est au Louvre, puisque le département d'égyptologie au Louvre a été initié
à l'acquisition de cette collection Salt, D'accord. dont Champollion s'est occupé. D'accord. Donc les pilleurs ont été récompensés, c'est ça? Non, c'est une plaisanterie de mauvais De certaine goût. manière, si tu veux. Plaisanterie de très mauvais goût. Mais c'est absolument merveilleux. C'est fascinant. Et alors, ce que là, il, c'est quoi là, En fait, il écrit Grenoble. Pas du tout. Alors, tu penses bien que je suis incapable de le lire, parce que je suis pas encore assez égyptologue, Comment? mais je vais te le Non, lire. écoute, j'étais Mais en convaincu fait, que tu étais fluent c'est une formule de politesse. Alors celle-ci, ça veut dire: vie, santé, force à toi, mon ami très aimé Gel et aimé des dieux. Voilà. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Donc je te dis la même chose. Tu m'apprends ça par cœur et puis. Écoute, ouais, moi c'est typiquement le genre de document à plusieurs titres qui me fascine parce que c'était il y a 200 ans, à quelques années près, c'était il y a 200 ans, donc c'est un véritable voyage dans le temps. Encore une fois, le bonheur de voir la conservation d'un papier. Aujourd'hui, on en a déjà parlé tous les deux, mais on est avec nos téléphones, nos photos de merde, et tout ça va être perdu très rapidement, selon moi. Je pense que l'espérance de vie du numérique est assez faible. Et voilà, cette lettre a 200 ans. Elle est dans un état formidable. Merveilleux, oui. Oui. Elle est inédite. Elle enrichit la connaissance du destin de Champollion. Elle démontre l'exaltation folle qu'il avait à œuvrer à sa découverte. Donc voilà le genre de pièce qui me séduit. Alors, on s'intéresse toujours aux avant-gardes, mais il y a aussi les scrognonieux, les conservateurs, ceux qui ne veulent pas que les choses bougent. On n'en manque pas. Et donc, par hasard, je suis tombé sur 3 lettres d'un bibliothécaire à la retraite de Remiremont, qui s'appelait Marc, exactement Jean-Antoine Marc, et qui écrit à son copain d'enfance, Gabriel Peignot, bibliographe, inspecteur d'académie, etc., entre 1829 et 1836. Et alors, il lui écrit à chaque fois à l'occasion ce sont des vœux de Nouvel An, et il lui fait un tour d'horizon des choses. Il parle de la vie littéraire, de sa vie familiale, qui n'a pas un intérêt farouche, il faut bien le dire, mais surtout, il se rappelle des souvenirs entre eux. Et il parle des dernières nouveautés littéraires, et l'un de ces... il parle de Sainte-Beuve, qu'il appelle un Tartuffe romantique. Donc il s'en prend à Lamartine. Ça te fera plutôt plaisir. Mais ce qui ne va pas te faire plaisir, c'est qu'il s'en prend à Victor Hugo. J'aime beaucoup Lamartine. J'aurais tendance à partager son avis sur Sainte-Beuve, mais j'aime beaucoup Lamartine. Et il dit, voilà, un autre hurluberlu, aussi de Besançon, et ce n'est pas de Nodier que je vais vous parler, mais de son cher Victor Hugo, le génie poétique du siècle. Et alors là, il ne peut pas le supporter. Donc dans les 3 lettres, il en dit le plus grand mal, et il est très choqué. Il dit, voilà, on les voit admirateurs épileptiques l'un de l'autre, etc., etc. Mais notre Hugo, qui ne cesse de faire invasion dans le Moyen-Âge, vient de mettre au théâtre une Esmeralda, Grisette, qui est la maîtresse titrée d'un prêtre, lequel, environné de son clergé, tout sur la scène, en costume sacerdotal, parle d'amour, s'occupe d'un enlèvement, etc. Ô Racine, Racine, où es-tu? Donc voilà. Donc je trouvais très amusant. Tu peux me répéter le nom de ce crétin? Mais je trouvais très amusant parce que finalement on s'attache toujours à des pièces de personnalités convenues, reconnues. C'est normal, on a les yeux de Chimène pour les découvreurs, pour les avant-gardistes. Voilà, j'étais très heureux de trouver cet album Primo Abriles qui montre les débuts de la peinture des monochromes. Mais il y a aussi tout le reste. Et entre 1829 et 1836, alors que c'est la gloire absolue pour Victor Hugo, qui triomphe au théâtre, qui triomphe avec Notre-Dame de Paris, il y a aussi des types cultivés, ce n'est pas un idiot du tout, hein,
mais qui sont des scrogneux terribles et qui ne veulent surtout pas entendre parler de toutes choses nouvelles ou modernes, qui ne veulent pas que les choses changent. Voilà. Et puis, c'est toujours intéressant. De toute façon, Hugo, son destin le prouve, n'a jamais fait l'unanimité, mais c'est toujours intéressant d'avoir un regard de l'époque. Encore une fois, c'était donc il y a pile 200 ans. De quelle Oui, est la date oui, exacte? un tout petit peu moins, oui. Mais... Toujours intéressant d'avoir la petite gazette parisienne de la critique littéraire. C'est génial. Donc et évidemment, je partage pas son avis. Voilà. Non, je te sais hugolâtre, donc... Un peu, ouais, absolument. C'est un copain de Victor Hugo, ça. Alors voilà un copain de Victor Hugo, et surtout, est-ce que tu savais que les 4 mousquetaires, puisqu'ils sont 4, étaient aussi journalistes? C'est un manuscrit d'Alexandre Dumas, autographe de sa main, signé, et c'est l'annonce pour son journal Les Mousquetaires. Mm-hmm. Et donc, c'est une annonce pour son journal Le Mousquetaire. Et il dit, voilà, nous avons dans notre prospectus nommé D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis, mais nous avons oublié, cher lecteur, de vous dire quelle place importante ils tiennent dans notre rédaction. Et donc, les 4 mousquetaires, on en décrit les qualités et les défauts, sont recrutés comme journalistes par Dumas. Excellent. Et c'est donc cette annonce sur le papier bleu typique des manuscrits de Dumas. Évidemment. Avec sa belle signature. Et c'est merveilleux d'avoir sous la plume de Dumas le nom des 4 mousquetaires qui au fond, ont fait sa gloire. Et tu peux m'expliquer quelle était cette revue que je connais? Alors, c'est une revue littéraire qui paraît d'abord de 1853 à 1857. Ça cesse de paraître. Et il relance le journal en 1863. Ça, c'est le moment de la relance du journal. Et donc, il a lancé un prospectus, il a annoncé le programme les rédacteurs, le programme, etc. Et c'est une sorte de supplément qui va joindre après en disant, mais on a oublié de vous dire, on les a cités, évidemment ça s'appelle Le Mousquetaire, on les a cités, mais on a oublié de vous dire quel était leur rôle. Et c'est là où il en fait un portrait de chacun. Voilà, les mousquetaires journalistes, c'est pas mal, non? 3 mousquetaires, livre absolument mythique qui a fasciné des générations et des générations. Et puisqu'on est au 19e siècle, on va continuer le 19e siècle, le premier compagnon d'exil de Victor Hugo, c'est un poète oublié aujourd'hui qui s'appelait Auguste Vacquerie. Auguste Vacquerie était le frère du mari de Léopoldine, la fille chérie de Victor Hugo, qui meurt noyée juste après son mariage, avec son mari, à Villequier. 43. Et les Vacquerie avaient une maison à côté de celle des Hugo à Villequier. Et Auguste Vacquerie, qui était donc le beau-frère de Léopoldine, est resté très lié avec les Hugo. C'est devenu même son exécuteur testamentaire à la fin, avec Paul Meurice. C'était vraiment un intime des intimes. Et il a écrit une histoire de Jersey, la ville de l'île anglo-normande. Et il a partagé l'exil de Victor Hugo à Jersey. Hugo reste 3 ans à Jersey avec sa famille, est foutu à la porte parce qu'il a soutenu les journalistes qui ont eux-mêmes été censurés et expulsés. Et donc c'est pour ça qu'il est allé à Guernsey, où là il a passé 15 ans. Et donc Vacquerie écrit une histoire de Jersey depuis l'origine, c'est-à-dire depuis le moment où l'origine mythique avec un seigneur qui tue un dragon et qui après convertit l'île, enfin bon, etc., jusque sa période contemporaine, c'est-à-dire jusqu'aux années 1850. La 3e partie, l'épilogue, qui est de plus d'une centaine de pages, ce sont les 3 années d'exil d'Hugo qu'il a partagées. Et donc, voilà... Donc c'est quoi? C'est romancé ou c'est non, plutôt un journal du quotidien avec...
il y a beaucoup d'anecdotes du quotidien, mais il y a aussi des considérations politiques, sociales. Il déteste les habitants de Jersey, qu'il trouve hypocrites. Il trouve la société incroyablement passéiste. Et de fait, les habitants de Jersey vont se montrer assez odieux avec les exilés, puisqu'ils vont tous partir pour aller à Guernsey, la grande rivale. Et voilà, ça c'est le manuscrit. Il y a 2 manuscrits, il y a 2 versions de cet épilogue, manuscrit autographe avec de nombreuses corrections et beaucoup de passages inédits. Notamment, il y a toute une série de poèmes qui sont d'une très grande méchanceté, qui sont des descriptions des femmes de Jersey. Ça n'est pas très aimable. Et donc, il y en a beaucoup qui sont barrés. Et les passages, on arrive encore à les lire. Et à titre personnel, ça m'intéresse évidemment. Que dit-il des états d'âme d'Hugo et de ses premières années d'exil? Comment le décrit-il? Quelles sont les activités quotidiennes? Est-ce que Hugo est au travail? Est-ce que Hugo est désespéré? Est-ce qu'Hugo est perdu? Non, c'est assez peu psychologique. C'est plus anecdotique. Notamment, il raconte la visite de Delphine de Girardin qui les initie aux tables tournantes. Donc ça, c'est très amusant, puisque ça va devenir une des passions de Victor Hugo. Il adorait ça. Et évidemment, puisque Léopoldine serait apparue, donc on comprend pourquoi, est-ce de ce dont il parle d'ailleurs. Et il y a toute une série d'anecdotes sur la vie quotidienne. Il n'y a pas de sentiment de désespoir, au contraire. Et le roman paraît en 1863, et au fond, le but n'est pas de montrer un Hugo à terre, au contraire. Évidemment. Avec les manuscrits, il y a les épreuves corrigées complètes. Voilà, alors j'essaye de te pervertir avec des livres, mais c'est vrai qu'on est plus proche de l'autographe que du livre imprimé. Et ça, c'est toujours très touchant de voir un livre, la façon dont il s'élabore, avec ces passages repris. Voilà. Nous avions eu l'occasion d'en parler, j'allais dire du combat, il n'y a aucun combat, mais du rapport livre-autographe. Là, pour moi, là, tu es clairement dans la famille des autographes, de la trace manuscrite. Là, ça, c'est absolument émouvant. Et alors, ce qui est très amusant, c'est qu'il s'agit donc d'épreuves. Comme toujours, les épreuves sont envoyées non reliées. Et puisque ça vient des archives de Vacry, il a obtenu, il les a renvoyés à son imprimeur, qui en a tenu compte. Voilà, c'est quand même formidable. Et ensuite, il les a cousus sous forme de livre, et il a mis une couverture qui est en piteux état, mais c'est très amusant parce qu'il en a fait un livre. Et Les miettes de l'histoire, c'est le titre définitif de l'ouvrage. C'est le titre définitif de l'ouvrage. Et l'épilogue, qui est en fait un tiers du livre, pourquoi s'appelle 3 ans. C'est étonnant comme titre, Les miettes de l'ouvrage, de l'histoire. Oui, c'est un titre un peu... Et alors, ça c'est très touchant, c'est une revue de presse faite par Vacry, et ce sont tous les journaux qui ont parlé de son livre, et il a découpé les articles. Voilà. Et souvent annoté. Les journaux qui ont parlé de son livre ou qui au ont moment de la publication. Parlé de Victor Hugo et de l'exil de son livre, avec des journaux anglais, des journaux belges, beaucoup de journaux français. Voilà, British Press at Jersey Times. Et donc là, Et comment le livre a été reçu à l'époque alors? Très bien. C'était plutôt un succès. Hugo était ravi de l'ouvrage. Il en dit le grand bien dans une lettre où il dit vous allez avoir un succès énorme, etc. De fait, ça a eu un vrai succès pour un livre qui n'est pas si simple. C'est quand même un livre retraçant l'histoire. C'est au fond la partie Hugo qui en a assuré le succès. Quelle était la date de publication? 1863. Et donc vendu à Paris sous Napoléon III, sans problème. Oui, parce qu'il n'y avait rien de répréhensible ou de. C'est une histoire de Jersey et des exilés, des déportés de Jersey. Ça n'était pas inconnu. Voilà. Merveilleux.
C'est amusant, ça. Hein. Bah, c'est surtout émouvant. Tu sais que tu parles à un Ugolien, donc ouais, ça me touche particulièrement. Puis bah, les situations d'exil sont toujours particulières. Si tu veux voir. Et Gainsbourg, parce que si j'ai bien compris, Ça, c'est un livre, donc c'est pas très intéressant. je suis embêté parce que je n'ai pas de briquet. Parce que si j'ai bien compris, il faut que je brûle une ou deux manuscrits, Je c'est vais brûler ça? des manuscrits si tu veux. Mais Non, si, parce que je peux c'est te passer des billets si tu veux. Ça, c'est un livre qui. c'est un certain Julien Paganetti qui a écrit ça. Ouais. Ça faisait très très longtemps que je voulais faire un livre sur Serge Gainsbourg, mais je voulais pas faire. Je voulais pas faire de biographie, je voulais pas faire un livre quelconque. Il y a beaucoup de livres qui ont déjà été publiés. Je voulais pas faire un livre sur la musique parce que je suis totalement incompétent et profane en musique. Donc écrire sur Gainsbourg était dans ma tête depuis plusieurs années. Je cherchais l'axe et je voulais proposer quelque chose d'unique, enfin, quelque chose un sujet qui n'avait jamais été traité. J'ai toujours été sensible à la provocation du personnage. Et un jour, un monsieur s'est présenté à moi en me disant Monsieur Paganetti, j'ai récupéré le petit billet, le reliquat du billet de 500 francs que Serge Gainsbourg a brûlé à la télévision, qui, pour ceux qui n'étaient pas nés, a été un scandale Ah, je m'en souviens très bien, c'était formidable. Ouais. énorme. Ouais. C'était en 1984, donc c'était il y a exactement 40 ans. Et donc j'ai pu avoir accès à pas mal d'archives personnelles, des photos inédites, j'ai pu interviewer des présentateurs de l'émission. Donc ce scandale du billet brûlé, c'est une histoire qui m'amuse, mais c'est surtout un prétexte pour... il n'y a pas que ça dans le livre, évidemment, c'est surtout un prétexte pour dresser le portrait intime d'un artiste qui me touche. Voilà. Depuis toujours, c'est vraiment une. Depuis que je suis gamin, ouais. 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 C'est comme Rimbaud, Rimbaud, absolument. pour toi. Comment? C'est comme Rimbaud. Ouais, c'est mes deux... Tu as un verre de Rimbaud tatoué, il paraît. C'est bon, on va pas rentrer dans l'intime, absolument. Tu n'as pas un morceau de billet de 500 billet de francs 500. tatoué, non? Non. Ouais, peut-être un jour, tu me donnes une idée. Ouais, c'est mes deux... C'est les deux personnages qui, lorsque j'étais jeune adolescent, 10, 12, 14 ans, m'ont fasciné. Et m'ont même emporté plus loin que ça. C'est pas tant de l'idolâtrie, ils m'ont enrichi de culture. La vision de Rimbaud sur le monde, sur la littérature, sur la philosophie m'a passionné. Gainsbourg, outre ses outrances, mais qui ne sont que du jeu, est un homme de culture. J'ai découvert plein de mouvements artistiques grâce à lui. J'ai découvert plein de poètes. J'ai découvert les décadents, le dandysme, le Huysmans, des peintres qu'il aimait, Cranach, il était amoureux fou de la peinture de Cranach. Moi, je connaissais pas, donc le bonhomme m'amusait, me touchait, et en plus, il m'enseignait, sans même le vouloir, des nouvelles voies culturelles. Tu l'as rencontré? Jamais. Tu as participé au musée de l'ouverture de la maison. Participé très épisodiquement au bâti de l'iconographie manuscrite qu'on peut découvrir dans les vitrines aujourd'hui. J'ai prêté quelques-uns de mes manuscrits à Charlotte Gainsbourg qui sont exposés au musée. Et voilà, Parce que tu es marchand, mais tu es également collectionneur. C'est-à-dire que ça fait partie des quelques pièces que tu gardes. Je n'arrive pas à être collectionneur. Je n'arrive pas à faire la dichotomie entre garder et vendre. J'aurais tendance à tout garder. Mais vu que c'est mon métier, j'ai rapidement compris qu'il valait mieux tout vendre. Parfois, j'ai des crève-cœurs absolus.
Et il se trouve qu'il n'y en a qu'un seul que je vais garder de manuscrit. Il y a 2 manuscrits que je vais garder, que je ne vendrai jamais. Et il se trouve qu'ils m'ont été offerts. Et celui-ci m'a été offert assez récemment d'ailleurs par un monsieur que j'aime très profondément, et qui est une chanson de jeunesse de Serge Gainsbourg qui s'appelle Les Goémons. Mhm. Et donc celle-là, ce manuscrit, je ne le vendrai jamais. Et une autre artiste américaine m'a offert un manuscrit. Bon, tu vois, tu me parlais de Gainsbourg et de Rimbaud, mais on revient sur eux. Une artiste américaine m'a offert un manuscrit sur Rimbaud qu'elle avait écrit et que je ne vendrai pas non plus. Mais sinon non. J'ai tendance à... Voilà, c'est mon métier, il faut que... C'est une grande question. Je l'ai résolu de la même façon que toi. Alors, je pense qu'on ne peut pas collectionner ce dont on est le marchand. Voilà. Tu le collectionnerais. Des dessins, des objets, Oui, voilà, mais de la peinture. pas de livres, pas de Mais manuscrits. pas de livre ni de manuscrits. Voilà, de la même manière, moi également, je collectionne des peintures et des dessins. Sauf un dessin de Granville, parce que ça me rappelle un collectionneur que j'ai beaucoup aimé, et un billet du marquis de Sade qui demande des livres de lecture à sa femme. Et ça, je ne veux pas en séparer. Pour les 1000 raisons que tu imagines bien. Et qui, je pense, sont pas sans lien avec le cadeau des Goémons. J'ai tout compris. Tu as des photos, c'est ça? On peut rester dans Gainsbourg. On parle de manuscrits, mais ouais, dans mon métier, je vends parfois quelques photos parce que j'aime bien la photographie. Et puis surtout pour mettre en parallèle les manuscrits d'un artiste avec le visage d'un artiste. Donc ça, c'est une très jolie photo de Gainsbourg et Birkin lorsqu'ils se sont rencontrés à la fin des années 60. Et ça, c'est un parallèle photographique de Serge Gainsbourg avec les manuscrits. Gainsbourg était collectionneur de manuscrits. Il avait une lettre de Chopin sur sa cheminée absolument délicieuse où Chopin parle des notes de sa mazurka. C'est lui qui avait acheté la Marseillaise. Et ben c'est justement ce que je te d'accord. apportais. C'est les photos de la vente aux enchères du manuscrit formidable. de la Marseillaise. Qui a fait un scandale énorme. C'était en 1981. Gainsbourg avait déjà fait un scandale 1 an ou 2 ans avant, en ayant fait cette fameuse chanson aux armes, etc., où il avait repris la Marseillaise avec une musique reggae qui avait scandalisé la France entière. Et 1 an, 2 ans, je n'ai plus les dates exactes, peu importe les dates. 2 ans après, Gainsbourg apprend que le manuscrit de Rouget de Lille passe en vente aux enchères à Versailles. Manuscrit expertisé et présenté à l'époque par notre confrère Thierry Bodin. Et Gainsbourg se dit, moi, fils de russe, juif, provocateur, amoureux de la langue française, je viens de faire un scandale avec notre hymne national, je vais acheter ce manuscrit. Donc il se pointe dans la salle de vente qui est à Versailles, je te l'ai déjà dit. Quand tu regardes la photo et quand tu vois les looks vestimentaires et surtout l'âge moyen de l'Assemblée, tous les regards sont tournés vers lui, mais des regards pas très aimables a priori. Gainsbourg se met au premier rang. Il avait demandé, ça c'est sa compagne de l'époque, Bambou. Bambou, ouais. Et il avait demandé un garde du corps polonais. Qui n'a pas l'air hyper commode. C'est pas une demi-portion. Non, ouais, tu n'emmerdes pas, a priori. Non. Et Gainsbourg lève le doigt. Bam, 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 bam. Qui était contre qui? Qui l'a poussé? Il y a un monsieur à gauche, je ne sais pas qui l'a poussé, mais un monsieur qui devait être par là, je ne sais pas qui c'est. Et Gainsbourg achète ce manuscrit 135 000 francs, qui à l'époque était quand même une somme assez considérable. Et au moment, il y a d'autres photos. Je crois qu'il y a une photo où il signe son chèque sur place. Et il y avait des journalistes et il explique aux journalistes qu'il était prêt à se ruiner pour ce manuscrit. C'est un commissaire-priseur, ça? Il ressemble à Osna, ouais. Mais je pense pas que ce soit Osna. Non? Je me suis souvent fait cette réflexion. Et après coup, Gainsbourg raconte une très jolie histoire. Il a quitté la salle sous les insultes
du public, sous les huées. C'est un scandale, c'est dégueulasse. Je crois qu'on peut voir la vidéo sur YouTube. C'est assez étonnant. Et après, Gainsbourg raconte une histoire que personnellement je trouve très touchante. Il dit: mes parents étaient juifs, étaient russes. Ils ont quitté la révolution russe Soviétique. en 1917. Gainsbourg est né à Paris. Je suis juif. J'ai porté l'étoile jaune. Ma compagne est eurasienne. Elle est la petite fille, petite nièce paradoxalement d'un SS, Von Paulus. Le garde du corps était polonais, juif. Et Gainsbourg, qui était un peu, parfois exubérant, avait loué une limousine américaine pour qu'on vienne le chercher à Versailles. Et il dit: j'ai posé le manuscrit, l'hymne national français, dans une berline américaine. Moi, le juif, russe, à côté d'une asiatique, fille de nazi, avec un autre polonais. Et je me suis dit: c'est ça la France. Tu vois, derrière la politique, il y avait quand même un petit bout de philosophie que je trouve assez émouvante. Ça va pas être facile, la prochaine rencontre, de trouver autre chose. Parce que là, on sent que tu as mis la barre un peu haut. Hein. J'ai pas compris ta question, trouver quoi? La prochaine fois qu'on va se retrouver pour... Ah, parce qu'on a un peu un côté comme ça de carte Pokémon. Hein. C'est ouais, celui c'est que... bien. Elles sont Savoir pas si mal, t'as nos la cartes. collègue, j'ai pas... T'as la bleue, la verte. Enfin, je sais pas, j'ai jamais que... Non, on va trouver, t'inquiète pas. Je te raconte, Ah, il y en a encore. je te raconte Formidable. une petite histoire. J'ai trouvé cette photo hier Formidable. et c'est très intéressant. Alors là, je vais te parler de prix. J'ai acheté cette photo 50 €. C'est pas une somme gigantesque. Photo d'époque qui doit dater, selon moi, des années 60. Mhm. Cette photo a été prise dans la chambre de Salvador Dali à Port-Ligat. Port-Ligat, c'est vraiment le tout petit village de pêcheurs qui est accolé à Cadaqués. Mhm. Et le village de Port-Ligat est vraiment presque le plus au nord de la péninsule espagnole. Le plus au nord et le plus à l'est de la péninsule espagnole. Mhm. Et Dali avait installé dans sa chambre ça c'est la fenêtre qui donne sur la mer, son lit est ici, et là il y a un mur comme ça. Mhm. Et Dali, sur ce mur, avait fait installer un miroir Mhm. pour que le soleil au lever du soleil, se reflète sur le miroir et vienne rejaillir en direction de son lit pour lui ouvrir les yeux. Et Dali a toujours prétendu, avec un peu de facétie, qu'il était donc le premier Espagnol, Et c'est le premier. exactement, tous les matins, à voir le soleil se lever. C'est déjà assez drôle. Pas mal. Et sur cette photo, tu vois qu'il a le soleil juste au-dessus de sa tête. Elle est merveilleuse. Et donc, en aimant bien le personnage de Dali, bien plus que sa peinture d'ailleurs, en ayant déjà eu le plaisir de visiter cette maison, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben voilà. Donc, tu vois qu'on peut trouver des manuscrits qui coûtent très très cher, Champollion évidemment ou d'autres, mais on peut trouver des petits bijoux, des petits moments d'histoire, des petites pièces truculentes pour des sommes dérisoires. Gainsbourg, c'est disponible, ça y est, c'est paru Le livre paraît le 6 mars. le 6 mars. J'espère D'accord. que tu vas l'acheter. Je ferai cet effort. Merci. Mais je vais peut-être même en acheter deux pour en brûler un, uniquement pour le Tu vas- plaisir.